Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast sur 8e étage. Cette semaine, notre journaliste Chloé Cohen nous a emmenés aux États-Unis, donc à la rencontre de femmes russes qui venaient d'y accoucher. Vous pouvez d'ailleurs découvrir ce grand reportage en cliquant sur le lien dans la description du podcast. Et nous avons donc décidé pour ce podcast de nous pencher un peu plus sur la question de l'émigration russe, mais aussi des pays post-soviétiques. Et avec nous pour en parler, nous avons Olga Bronikova qui est maître de conférence à l'université Grenoble-Alpes, et donc elle travaille sur cette question de l'émigration des pays post-soviétiques. Olga Bronikova, bonjour. Bonjour. Alors déjà pour commencer, est-ce qu'on a une idée du nombre d'habitants des pays de l'ex-URSS qui émigrent vers l'Europe chaque année ? Alors je pense qu'en fait il est plus intéressant peut-être de voir plutôt les effectifs par pays. En tout cas, les données dont on dispose sont surtout les données de l'OCDE, pour les pays en fait qui font partie de l'OCDE. Et je pense qu'en fait il est plus intéressant de voir ce qu'on appelle en migration les stocks, d'un mot pas très beau, mais en fait ça veut dire tout simplement les effectifs, soit de personnes qui sont nées à l'étranger, donc en l'occurrence pour les pays de l'ex-URSS, il s'agit de la Russie, de l'Ukraine, etc. Soit donc les personnes qui sont comptabilisées en fonction de leur nationalité. Donc en fait, citoyens de Russie, citoyens de l'Ukraine, etc. Donc du coup, pour faire un aperçu assez rapide des pays, des principales destinations, et puis en fait, on a aperçu des stocks, des effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes nées à l'étranger. Donc je vais surtout parler des citoyens de Russie, mais je vais dire aussi 2-3 mots sur les Ukrainiens et puis en fait les pays baltes, etc. En fait déjà, si on regarde ces statistiques, si on essaie de les croiser aussi avec les statistiques nationales disponibles pour chaque pays de l'OCDE, ainsi que par moment donc les statistiques russes, qui sont pas très fiables, pas parce qu'en fait ils sont trafiqués ou quoi, c'est tout simplement parce qu'en fait le système statistique russe ne comptabilise que les personnes qui partent en abandonnant leur enregistrement en Russie. C'est-à-dire qu'ils sont plus domiciliés en Russie, c'est que de cette façon-là qu'ils peuvent être pris en compte par les statisticiens de l'émigration. Donc voilà. Du coup, parfois, en fait, ça vaut quand même le coup de compléter les statistiques disponibles à l'étranger par celles-ci, mais bon, voilà. Quelques précautions sur les statistiques. En ce qui concerne les principales destinations, donc si on regarde ces données, on voit bien que c'est toujours les trois leaders, en quelque sorte, les trois pays leaders qui attirent le plus grand nombre de Russes. Personne n'est en Russie, donc, ou en règle générale, je dirais même pour tout l'espace post-soviétique, ce sont donc l'Allemagne, Israël et les États-Unis. En fait, c'est une tendance générale pour l'immigration depuis l'espace post-soviétique, tout de suite après la chute de l'URSS, depuis les années 90 et même dès la fin des années 80. Alors donc après, derrière donc ces trois pays, il y a trois profils différents, on va dire comme ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça a bien changé, mais bon, si on prend l'exemple de l'Allemagne, dans les années 90, c'était surtout l'immigration de ce qu'on appelle Ausländer, c'est-à-dire les personnes donc nées en URSS, mais d'origine allemande. D'origine allemande, en fait, ces origines datent du XVIIIe siècle, de la migration encore des Allemands de Prusse, invitée par Catherine II. Donc, en fait, il s'agit quand même d'une migration d'affinité ethnique, comment ça s'appelle, dans les études sur l'immigration. Puis, cette immigration a concerné aussi un certain nombre de populations juives de tout l'espace post-soviétique, également accueillies donc par l'Allemagne. Donc, il faut préciser que une telle attraction pour l'Allemagne est due aussi à une politique d'accueil des migrants de l'espace post-soviétique, en fait, qui a été mise en place, du coup, dans ce pays. Ensuite, pour Israël, donc, il s'agit aussi, dans les années 90, en tout cas, principalement de l'immigration aussi, comme on appelle ça, d'affinité ethnique, c'est-à-dire ce sont des populations principalement juives de tout l'espace post-soviétique qui ont migré vers Israël. Et donc pour les deux pays, c'est-à-dire pour l'Allemagne et pour Israël, aujourd'hui, il s'agit de la diversification des profils, c'est-à-dire c'est pas seulement donc les populations d'affinité ethnique qui migrent vers ces pays, mais en fait il y a une migration pour des raisons
des études, du mariage, des conjoints, donc des citoyens d'Israël, souvent d'origine de l'espace post-soviétique, qui donc vont rejoindre leurs compagnons ou compagnes en Israël, en Allemagne. Puis, surtout pour l'Allemagne, l'immigration pour des raisons politiques. Bon, pas politiques, mais pour des raisons, en fait, on va dire au sens large, de demande d'asile des réfugiés. Voilà, et puis les États-Unis, en fait, pour des raisons tout simplement d'attractivité de ce pays pour à peu près tout le migrant dans le monde. Évidemment, donc pour le marché du travail qui est assez... qui donc est assez attractif pour les migrants. Et puis aussi, dans les années 90, il s'agissait d'une migration des hautement qualifiés, des personnes hautement qualifiées qui ont quitté donc les différents pays de l'espace post-soviétique. Donc cette tendance générale, en fait, quand les gens migraient par des écoles en fait de pensée en quelque sorte, les écoles théoriques en sens dur. Surtout. Voilà, donc ce sont des tendances en fait qui restent d'actualité, même s'il y a une légère baisse, c'est-à-dire que en fait, les principales migrations vers ces pays se sont déroulées surtout dans les années 90. Oui, ce que j'allais dire, vers la fin de la première décennie des années 2000, on a vu que, en destination privilégiée pour des familles russes aisées, pour le coup, on avait vu la France, le sud de la France particulièrement, le Royaume-Uni, Londres en particulier. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui et qu'est-ce qui avait généré cet attrait à l'époque ? Oui, donc justement, j'allais parler de nouvelles destinations en quelque sorte qui sont aussi assez attractives pour là pour le coup en fait principalement pour les citoyens russes, mais pas seulement. Et la France en fait partie justement, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, en général, pour commencer, pour donner un cadre général, pour chiffrer, donc aujourd'hui il y a plus de 60 000 de personnes nées en Russie, donc, qui résident en France. Ça inclut les personnes qui ont déjà acquis la nationalité française ou qui ont un titre de séjour, donc, enfin, voilà, qui ont une permission de résidence temporaire dans ce pays. Donc, comme vous dites, ce pays, c'est pas la première vague d'immigration en France. En fait, la France connaît une longue histoire d'immigration russe. Qui a commencé même à la fin du 19e siècle en réalité. Donc à la fin du 19e siècle, l'immigration était surtout politique, des émigrés politiques. Bon, par exemple, Trotsky, Lénine et les autres ont résidé à un moment donné en France, mais c'était aussi une immigration de l'élite, de la bourgeoisie et de la noblesse russe, principalement dans le sud. Donc Nice a été investie par la noblesse russe dès la fin du 19e siècle. Donc c'est une destination qui était prisée par les couches aisées russes depuis très longtemps. Ensuite, donc, il y a eu une vague d'immigration très importante après 1917, après la Révolution. Et donc, à nouveau, le Sud a été plutôt prisé. Donc, il y a eu un certain nombre même de paroisses en fait, qui ont été fondées à cette époque dans le Sud. Et puis, à la chute de l'URSS, la démographie, ou plutôt la sociologie, change dans le sens où c'est plus la noblesse qui investit, donc, où les révolutionnaires donc, russes, comme c'était à l'époque, qui arrivent vers le Sud. Mais dans les années 90, il s'agissait surtout de phénomènes de migration de ce qu'on appelait, temporaire plutôt, des nouveaux riches en Russie. Donc, c'est les personnes en fait, qui sont enrichies durant les années 90, suite aux privatisations, les oligarques russes, etc. Et puis aujourd'hui, en fait, il y a une tendance plus générale de l'immigration, de la population aisée, nouvelle bourgeoisie qu'on pourrait appeler. Pourquoi ? Je pense que c'est pour des raisons de prestige de ces lieux, et en même temps, je pense qu'en fait, il y a quand même cette histoire longue aussi de la présence russe dans le Sud qui doit aussi jouer dans le choix de destination. Alors, depuis tout à l'heure, je vous entends effectivement dire qu'en termes de profil, on a donc de l'immigration politique, on a beaucoup de familles aisées finalement. Est-ce qu'il y a aussi des Russes moins riches qui émigrent ? Dans ce cas-là, on imagine que leurs destinations seront peut-être différentes si c'est le cas ? Oui, bien sûr. La sociologie est quand même assez diversifiée, en fait, les profils. Bon, je parle
plutôt des parcours et des trajectoires migratoires, en fait, des personnes qui partent un peu partout. C'est-à-dire même en France, vous avez donc à la fois le Sud qui est donc prisé, qui est plutôt attractif pour la population aisée, mais vous avez aussi l'immigration étudiante qui est très présente en France. Donc de nombreuses villes étudiantes universitaires sont investies. Là, par exemple, à l'université Grenoble-Alpes, on a de nombreux étudiants, surtout en sciences dures, qui arrivent en nombre assez important annuellement à Grenoble. Et puis, donc, vous avez aussi, historiquement, pour la France en tout cas, l'immigration, historiquement, depuis les années 90, l'immigration des réfugiés, des demandeurs d'asile. Dans les années 90, c'était surtout la population qui fuyait la guerre en Tchétchénie. Et tout au long des années 2000, je dirais, c'était aussi le cas. La France accueillait assez bien les demandeurs d'asile tchétchènes. À partir des années 2010, ça devient de plus en plus compliqué pour cette population d'obtenir un statut de réfugié. Et donc, par contre, ils ont été rejoints à partir des années, je dirais, 2010-2011 par un profil légèrement différent des réfugiés. Ce sont souvent des militants politiques de Moscou, d'autres grandes villes, en fait, qui arrivent pour demander l'asile. Ça peut être des journalistes, ça peut être des militants, ça peut être des défenseurs des droits de l'homme. Évidemment, ils ne sont pas aussi nombreux comme ceux qui arrivaient de Tchétchénie, mais bon, symboliquement, c'est assez fort. Donc, pour d'autres pays, évidemment, en Allemagne, les profils étaient très diversifiés pour les personnes qui sont arrivées en Allemagne dans les années 90, dans les années 2000. Il s'agit un peu de tout le monde, des riches, des moins riches, donc voilà. Il y a un peu de tout. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'étudiants qui choisissent d'arriver aussi en Allemagne. Pour la Grande-Bretagne, donc évidemment, il y a une migration, voilà, comme pour la France, comme pour le sud de la France. Londres, étant une capitale financière, attire évidemment une certaine couche aisée de la population russe, mais pas seulement. Par exemple, si on regarde en fait ce qui est particulier pour la Grande-Bretagne en général, et pas seulement pour Londres, c'est la diversité aussi des origines en fait de tout l'espace post-soviétique, des pays de provenance. Alors, vous avez par exemple beaucoup d'originaires venant des pays, des États baltes. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie principalement, Lettonie et la Lituanie. Et donc, pour cette migration, il ne s'agit pas seulement des lettons qui parlent donc la langue lettonne, mais il s'agit aussi des russophones de ces pays. Donc voilà, et là, souvent, ce ne sont pas des populations très riches, en fait, qui migrent souvent pour des raisons de travail. En fait, c'est une migration de travail. Pareil donc pour les populations ukrainiennes. Donc en quelque sorte, en Grande-Bretagne, c'est vraiment très post-soviétique, si on peut dire ainsi. Puis donc les destinations aujourd'hui assez prisées aussi, bon, on va dire comme ça, par toutes les couches de population, c'est l'Italie, l'Espagne. À la fois pour des raisons de travail, pour des postes pour les femmes en fait, c'est une migration très féminine. Pour des raisons, enfin bon, les femmes sont souvent embauchées dans le milieu du care. Voilà, dans les hôpitaux, soins apportés aux personnes âgées, etc. Surtout pour les Ukrainiennes, mais aussi pour des originaires de Russie. Et puis aussi un certain nombre de, si on peut l'appeler une couche de la population, une classe moyenne de Russie qui achète depuis des années 2000 l'immobilier en Espagne et donc déménage en Espagne pour des raisons en fait d'ailleurs, la Bulgarie, c'est pareil, en fait, d'acquisition plus facile de statut de résident temporaire dans ces deux pays que dans pas mal d'autres pays de l'Union européenne. Alors finalement, à chaque profil, on a les raisons du départ, ou à peu près. Donc on a effectivement les réfugiés, que ce soit donc politiques, médias, qui fuient la guerre. Donc ça, on comprend aisément pour le coup les raisons. On a donc les classes moyennes, vous le disiez, c'était plus pour des questions de travail. Finalement, pour les classes plus aisées, ces familles de la bourgeoisie russe, vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui les pousse à quitter leur pays? Déjà, il faut voir s'ils quittent réellement leur pays. Parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui, en fait, résident dans deux lieux à la fois, en quelque sorte. Ce qui est assez courant aussi pour un certain nombre de familles aisées, c'est que le père de famille continue de travailler et de vivre en Russie,
alors que sa famille habite, disons, en Espagne, au sud de la France, etc. Donc voilà. Puis il y a quand même aussi donc des profils de personnes, comme on a dit, des oligarques qui ont quitté la Russie pour des raisons, comme ils disent, en tout cas politiques, et qui ont donc demandé pour certains l'asile en France ou en Grande-Bretagne. Pour d'autres, en fait, résident parce qu'ils ont un statut de temporaire de résidence. Voilà, donc du coup, ça dépend de qui on parle. Puis il y a quand même aussi des personnes, en fait, des personnes très aisées de Russie, qui ont des migrations qu'on pourrait appeler saisonnières, c'est-à-dire qui arrivent en France uniquement pour l'été. Et après, en fait, ils reviennent en Russie. Donc, il s'agit plutôt de la migration, je dirais, en règle générale, que de l'émigration, de l'immigration en France d'installation. Et puis vous le disiez finalement, donc pour ces familles dont le père travaille toujours en Russie, mais dont le reste de la famille est soit dans le sud de la France ou en Espagne, ils ne sont pas pris en compte, si j'ai bien compris, dans les chiffres de l'immigration par la Russie. Puisqu'ils ont toujours un domicile, parce que si j'ai bien compris, c'est calculé par rapport à si la personne n'est plus domiciliée en Russie. Donc là, du coup, ils font partie de ceux qui échappent aux chiffres, quoi. Oui, effectivement, ça dépend si, surtout en fait pour les familles qui ont donc, cette résidence, cette coprésence en quelque sorte, à la fois, donc, disons, du sud de la France et en Russie, évidemment, en fait, ils sont toujours enregistrés, ils sont toujours domiciliés en Russie, et donc ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques russes. Comme d'ailleurs de nombreux migrants qui peuvent habiter ici en France ou ailleurs depuis 15 ans et qui sont toujours domiciliés en Russie et donc qui ne sont pas enregistrés par les statistiques russes sur les migrations. Mais alors du coup aussi dans ce que vous avez dû étudier, j'imagine que la question nous soulevée par notre reportage sur ces femmes qui partent de la Russie pour accoucher, vous avez dû enfin voir passer des chiffres en tout cas, ou peut-être voir si c'était une tendance qui augmentait, peut-être. Pour les femmes qui accouchent, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment occupée de cette question. En fait, plus pour la question de l'immigration genrée, on va dire comme ça. Moins pour les États-Unis, je connais moins le contexte états-unien. Par contre, pour le contexte des pays de l'Union européenne, effectivement, pour nombre de pays, pas pour tout le pays de l'Union européenne, mais pour pas mal de pays, il s'agit surtout de l'immigration féminine. Il y a une forte représentation des femmes, plus de 50%. Et donc, il ne s'agit pas réellement, pour la plupart en tout cas, des femmes qui viennent pour accoucher ici. Enfin, bon, voilà votre sujet de reportage, mais il s'agit surtout des migrations, on va dire, matrimoniales, c'est-à-dire soit les personnes en fait qui passent par les agences matrimoniales, soit donc des personnes ayant rencontré un compagnon. Bon, voilà, ceux qui est dans les statistiques françaises, cette catégorie est comptabilisée comme vie privée et familiale. Donc voilà. Et puis pour la France, il y a quand même aussi, si on regarde donc cette migration féminine, par exemple, parmi les étudiants, il y a plus de femmes également que d'hommes. Et puis, il y a aussi, en général, à peu près sur les flux, en fait, si on regarde sur la structure des flux par an, il y a environ 15% de mineurs qui arrivent, probablement donc avec les femmes qui migrent donc avec leurs enfants. On a des pistes pour comprendre cette proportion de femmes justement qui émigrent. On sait pourquoi les femmes ont plutôt cette tendance à vouloir partir. Alors ça, c'est une question qui a été étudiée par une collègue de Lyon, Laure Cizère, qui s'est penchée sur la question plutôt des migrations matrimoniales, justement. Selon ses conclusions, il s'agit tout simplement d'une voie de migration qui existe en fait par le mariage, en fait, qui est plus simple en quelque sorte pour les femmes que pour les hommes. Donc d'où aussi du coup l'arrivée par ce biais-là. Et puis il y a quand même aussi en fait du point de vue on va dire de capitalisme en fait, tout un développement d'agences matrimoniales qui se sont créées une niche en quelque sorte, en fait leur entrepreneuriale,
qui aussi incite un certain nombre de personnes de l'espace post-soviétique, parce qu'en fait, Laure Cizer, elle a travaillé pas seulement sur la Russie, mais aussi sur la Biélorussie et l'Ukraine, en fait, l'immigration de ces femmes depuis les 3 pays. Et donc, du coup, en fait, c'est à la fois donc, pour des raisons d'existence de ces structures, qui canalisent en quelque sorte l'immigration, et puis en fait la simplicité pour un certain nombre de femmes de partir par ce biais. D'accord. Alors bon, on va revenir du coup un petit peu sur plus nos propos de tout à l'heure. Alors j'avais noté qu'en 2015, il y avait des sociologues qui estimaient que l'émigration russe avait fortement augmenté au cours du 3e mandat de Vladimir Poutine. Alors je crois que les chiffres c'était en 2012, il y avait 122 751 Russes qui avaient quitté le pays, et alors qu'ils étaient que un peu plus de 36 000 en 2011. Est-ce que c'est une tendance qui s'est confirmée dans les années qui ont suivi, et est-ce qu'avec cette 4e élection, on peut s'attendre à nouveau une augmentation comme celle qui avait été observée finalement? Alors, si on regarde encore une fois la structure des flux d'immigration depuis la Russie, on voit bien que les départs des pays occidentaux augmentent en effet depuis, je dirais, le début des années 2010. Sans cependant se transformer en exode. Pourquoi je précise que c'est pas l'exode? Parce qu'en fait, il y a souvent en Russie une certaine tendance, en tout cas médiatique, des spéculations médiatiques de créer donc des vagues informationnelles une fois tous les 3 ans qui donc parlent de l'exode massif, de la classe moyenne, des plus qualifiés, etc., etc. C'est quand même pas tout à fait vrai, même si effectivement l'immigration augmente légèrement. Mais donc ce qu'on peut, en fait, justement la question que vous m'avez posée, pourquoi, comment expliquer cette augmentation plutôt vers 2011-2012 finalement. En fait, donc en 2011 et 2012 ont eu lieu des mouvements de protestation massifs, principalement dans les grandes villes russes, contre la falsification des élections d'abord parlementaires et ensuite présidentielles. Donc, à la suite de ces mobilisations, donc premièrement, il y a eu une certaine ouverture vers les pays occidentaux qui ont pu contribuer également au départ de certains vers l'étranger, notamment les pays occidentaux principalement. Et puis, il y a eu aussi en fait toute une série de migrations d'après 2012 qui, elles, sont probablement dues justement au durcissement du régime politique après, à la suite de ces mobilisations de 2011-2012, et puis aussi un certain nombre d'événements géopolitiques qui ont aussi influencé le contexte antérieur russe, comme par exemple Maïdan, ensuite la Crimée, et puis la guerre à l'est de l'Ukraine. Donc un certain nombre de personnes en fait partent pour ces raisons politiques aujourd'hui, mais de ce qu'on a observé avec le collègue, en tout cas qui travaille sur ces questions, qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de militants, journalistes, donc russes, qui préfèrent de partir dans les pays baltes, dans les États baltes, parce que frontaliers, parce que russophones, en tout cas il y a un milieu russophone assez important, et il y a un certain nombre de médias même qui déménagent en quelque sorte en Estonie et surtout en Lettonie, donc des médias indépendants russes qui continuent de s'adresser principalement au public russe et russophone. Donc voilà, il y a cette espèce, si on peut dire, en fait, il y a une espèce d'hierarchie aussi dans les espaces de migration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a les destinations où les personnes émigrent pour une longue durée, d'autres espaces qui sont pensés comme une espèce d'interface entre l'Union européenne et puis la Russie, comme les États baltes et apparemment les Balkans également. Donc là, je pense que l'immigration peut continuer, en tout cas une légère augmentation vers ces destinations-là qui sont quand même pas très éloignées de la Russie. Finalement, c'est là, sur ces dernières années, c'est plus une émigration politique, on va dire, qui est observée, quoi, si je comprends bien. En fait, c'est-à-dire que c'est juste que je pense qu'en fait, la composition reste plus ou moins la même, avec une légère hausse pour les personnes qui quittent la Russie pour des raisons politiques ou pour des raisons en fait, du contexte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours autant d'étudiants, il y a toujours autant de professionnels, vie privée et familiale, mais en plus, il y a une légère augmentation de personnes au profil que j'ai énuméré, des militants. Qui peut expliquer cette hausse du coup qui a été observée malgré tout.
Très bien. Alors, on va juste finir sur ce dernier point. C'est comment sont-ils accueillis tous, finalement, dans les pays vers lesquels ils choisissent d'émigrer? Alors là, je pense qu'en fait, ça dépend vraiment beaucoup de chaque pays, de chaque contexte. En fait, bon, évidemment, c'est la question de la politique migratoire de chaque pays, même à l'échelle de l'Union européenne. En fait, tous les pays sont très différents. Après, ça dépend beaucoup du contexte aussi des relations entre le pays donc d'accueil de résidence et puis la Russie à un moment donné, comme par exemple aujourd'hui entre la Grande-Bretagne et la Russie, les relations sont clairement tendues. Et donc un certain nombre de personnes résidant aujourd'hui en Grande-Bretagne disent avoir ressenti une certaine une certaine appréhension, en tout cas dans les contacts avec les Russes. Encore une fois, il s'agit quand même de l'information médiatique, donc à vérifier. Comme avec les États-Unis, on imagine, en tout cas, ça ne doit pas toujours être évident non plus. Oui, évidemment, je pense que je sais pas, en fait, on a besoin de revenir sur toutes les tensions actuelles, en fait, contemporaines qui existent entre la Russie. Évidemment, certains parlent même du retour de la guerre froide, aujourd'hui, en tout cas, une nouvelle étape de la guerre froide dans les relations entre les États-Unis et la Russie, affaire de Wikileaks, donc sur des échanges des membres du Parti démocratique piratés par des hackers soupçonnés d'être russes, les tensions à l'étranger aussi, c'est-à-dire en Syrie, en Ukraine, entre la Russie et les États-Unis. Puis en fait l'influence supposée donc de la Russie sur le processus électoral aux États-Unis. Bon, évidemment, tous ces événements ont contribué on va dire, empire les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, mais je ne suis pas sûre que ces événements influencent tant que ça les flux des migrations depuis la Russie. Parce qu'ils sont toujours observés, quoi, finalement. Les données, ça reste à peu près la même chose qu'il y a quelques années. Voilà. On va terminer là-dessus. Merci encore, en tout cas, Olga Bronikova, d'avoir pris le temps de nous expliquer tous ces points. Merci à vous. Donc, je rappelle à tous nos internautes que si vous souhaitez consulter ce grand reportage sur ces femmes russes qui partent vers les États-Unis pour accoucher, il suffit donc de cliquer sur le lien dans la description du podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur 8e étage.